Le 11 novembre 1918, à 10h59, un soldat américain a été fauché par une mitrailleuse. L'armistice était signé depuis presque 6 heures. Prenez un instant pour laisser cette phrase faire son chemin. La guerre était officiellement terminée. Les représentants des deux camps avaient apposé leur signature sur le document. Les commandants savaient. Les soldats savaient. Et pourtant, les canons tiraient encore. Les mitrailleuses crachaient encore. Et des hommes mouraient encore. Ce matin du 11 novembre 1918, entre 5h15 et 11h, 2738 soldats ont été tués sur le front occidental. 2738 hommes, dans une guerre déjà officiellement terminée. Et sur leur livret militaire, à chacun d'entre eux, la date inscrite est le 10 novembre. La veille. Officiellement, personne n'est mort le jour de la paix. Voilà ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Nous allons remonter heure par heure cette dernière journée de la Grande Guerre. De la forêt de Compiègne à 2h du matin jusqu'au silence de 11h. Nous allons voir qui a signé et pourquoi. Nous allons voir pourquoi les combats ont continué après la signature. Et nous allons voir comment ce jour, qui aurait dû être la fin de tout, a posé les fondations de la guerre suivante. Commençons. Pour comprendre le 11 novembre 1918, il faut d'abord comprendre ce que l'Allemagne vivait depuis septembre. Et pour comprendre cela, il faut partir d'un seul homme. Le 29 septembre 1918, le général Erich Ludendorff, l'homme qui avait dirigé l'effort de guerre allemand depuis 1916, envoie un télégramme au cabinet impérial. Le message est sans ambiguïté, envoyez immédiatement une demande de paix. La troupe tient encore, dit-il, mais la percée peut se produire à tout moment. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ludendorff, l'un des architectes de 4 ans de guerre, l'homme qui avait planifié les grandes offensives du printemps 1918, reconnaît en privé, à la fin septembre, que la partie est perdue. L'armée allemande tient ses lignes. Mais elle tient comme on tient un mur qui commence à fissurer de partout à la fois. En octobre, la situation se précipite. Les alliés de l'Allemagne capitulent l'un après l'autre. La Bulgarie signe un armistice le 29 septembre, l'Empire ottoman le 30 octobre, l'Autriche-Hongrie le 3 novembre. L'Allemagne se retrouve seule. À l'intérieur, l'effondrement est tout aussi spectaculaire. Le 3 novembre, des marins refusent d'appareiller à Kiel. La révolte gagne les ports, puis les villes. Des conseils de soldats et d'ouvriers se forment à Munich, à Hambourg, à Berlin. L'Allemagne est au bord de la révolution. En 4 ans de guerre, plus de 18 millions de personnes ont perdu la vie, soldats et civils confondus, à travers toute l'Europe. Rien que du côté français, c'est l'équivalent de la population entière de la ville de Lyon qui a disparu en uniforme. Puis une deuxième fois. Puis une troisième. Le 9 novembre, au matin, le prince Max de Bade, chancelier depuis 5 semaines, téléphone à l'empereur. La conversation est brève. Il dit à Guillaume II que son abdication est devenue nécessaire pour sauver l'Allemagne de la guerre civile. Guillaume II s'y résout le soir même et part en exil aux Pays-Bas, où il vivra jusqu'en 1941. Il ne rentrera jamais en Allemagne. L'Empire allemand a cessé d'exister. Une république vient d'être proclamée depuis une fenêtre du palais de Berlin. Et quelqu'un doit maintenant se rendre chez les Alliés et signer l'armistice. C'est là que le calcul commence. Un calcul froid, précis et particulièrement cynique. Hindenburg et Ludendorff savent depuis fin septembre que la guerre est perdue. Mais signer l'armistice, c'est entériner la défaite. C'est mettre sa signature sur la capitulation de l'Empire. Et ça, ni l'un ni l'autre ne veulent le faire. Parce que celui qui signe sera responsable. Aux yeux de l'histoire, aux yeux des soldats, aux yeux de l'Allemagne humiliée. La solution est aussi simple qu'elle est redoutable. Envoyer un civil. Le choix se porte sur Matthias Erzberger. Homme politique du parti du Centre catholique, 51 ans, ni général ni diplomate de carrière, un parlementaire. C'est lui qui, depuis 1917, défend publiquement l'idée d'une paix négociée. C'est lui qui a voté la résolution de paix au Reichstag. Il est donc, aux yeux des militaires, le profil idéal, favorable à l'armistice, suffisamment influent pour mener la délégation, et surtout, il n'est pas militaire. Hindenburg lui-même ordonne la signature. Mais il n'y sera pas. Ludendorff non plus. Erzberger comprend ce que cela signifie pour lui. Il accepte malgré tout, parce qu'il est convaincu que l'armistice est la seule voie pour éviter à l'Allemagne une invasion totale et une révolution sanglante. Dans ses mémoires, il écrira que ce séjour à Compiègne fut le souvenir le plus douloureux et le plus amer de toute sa vie politique. Un véritable calvaire, dit-il, et il n'a pas encore signé. Le 6 novembre, la délégation allemande est constituée. 4 hommes.
Erzberger pour le gouvernement, le général von Winterfeldt pour l'armée, le comte von Oberndorf pour la diplomatie, le capitaine de vaisseau Vancelot pour la marine. Le 7 novembre au soir, ils franchissent les lignes françaises à bord de 5 voitures, drapeau blanc brandi. La traversée est éprouvante. Ils traversent la zone dévastée du nord de la France. Les villages sont des ruines. Les routes sont défoncées. Ce que l'Allemagne a fait à ces territoires pendant 4 ans, ils le voient depuis leur voiture. Le 8 novembre à 5h30 du matin, les voitures s'arrêtent dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. 2 trains sont là, côte à côte, sur 2 voies parallèles. Le train du maréchal Foch et le train aménagé pour la délégation allemande. Foch a choisi cet endroit lui-même, isolé, loin de Paris, sans journalistes. À 10h, les délégués allemands sont reçus dans le wagon-restaurant, réaménagé en salle de travail. Foch les regarde entrer. Selon ses propres notes, il se dit « Voilà donc l'Empire allemand. Il s'est battu et vient demander la paix. Je serai ferme et froid, mais sans rancune ni brutalité. » Pendant 3 jours, Erzberger négocie. Il obtient quelques concessions à la marge. Mais Foch reste intransigeant sur l'essentiel. Les clauses sont dures. Cessez-le-feu immédiat, évacuation des territoires occupés, remise de 5000 canons, 25 000 mitrailleuses, une partie de la flotte. Les conditions préviennent toute reprise des combats. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, le gouvernement allemand envoie à la délégation l'ordre d'accepter. Vers 21h30, les plénipotentiaires reçoivent le message. Erzberger lève les derniers doutes techniques sur l'authentification du document. À 2h15 du matin, le 11 novembre 1918, les représentants des 2 camps prennent place dans le wagon bureau du maréchal Foch. Le général Weygand lit chaque article, l'un après l'autre. Il y en a 34. Les discussions portent encore sur quelques points de détail. La guerre est encore en cours, article par article. À 5h15, les signatures sont apposées, l'armistice est signé. Foch prend la pochette en cuir, sort du wagon et part immédiatement en direction de Paris pour remettre le document à Clémenceau. La guerre est finie. Sur le papier. Mais à l'extérieur de ce wagon, sur l'ensemble du front occidental, les combats continuent. Et ils vont continuer encore 5h45. Parce que le cessez-le-feu n'entre en vigueur qu'à 11h. Et parce que certains commandants ont décidé, en connaissance de cause, de ne pas attendre. À 5h15, Foch est parti. Le wagon est vide. L'armistice existe. Et sur tout le front occidental, de la mer du Nord aux Ardennes, les soldats reçoivent le message. Cessez-le-feu à 11h. Pas maintenant. À 11h. Ce délai de 5h45, Foch l'a voulu. Il fallait le temps que l'ordre parvienne à chaque régiment, à chaque bataillon, à chaque compagnie. C'est une raison logistique. Mais cette fenêtre de presque 6 heures va devenir quelque chose d'autre. Une opportunité. Pour certains commandants, ces 6 heures sont les dernières heures d'une guerre. Et dans une guerre, les dernières heures comptent. Comprenez bien ce qui se passe ce matin-là. Les officiers savent que l'armistice est signé. Les soldats apprennent la nouvelle à mesure que les ordres descendent la chaîne de commandement. Vers 6h30 sur certains secteurs, vers 8h30 sur d'autres. Et pourtant, les ordres d'attaque restent en vigueur. Parce que la règle est claire. On continue jusqu'à 11h, heure officielle du cessez-le-feu. Et parce que certains ont décidé d'en profiter. Rendons-nous dans les Ardennes. Dans le département des Ardennes, la ville de Sedan a une signification particulière pour la France. C'est là qu'en 1870, l'armée française a subi l'une des défaites les plus humiliantes de son histoire. L'empereur Napoléon III y a été fait prisonnier. Sedan est le symbole de la honte de 1870. Et ce 11 novembre 1918, le général Boischu décide que ses troupes vont tenter de franchir la Meuse et d'ouvrir la route vers Sedan. Symboliquement, militairement, c'est une position à prendre. L'ordre est maintenu, malgré la nouvelle de l'armistice. Le 415e régiment d'infanterie avance. Parmi eux, un homme que personne ne connaît encore. Un agent de liaison de 40 ans, originaire de Lozère. Un berger dans la vie civile. Il s'appelle Augustin Trébuchon. Trébuchon a traversé toute la guerre. Engagé en août 1914, blessé 2 fois, cité 2 fois. Il a survécu à Verdun, il a survécu à la Somme. Il a survécu au chemin des Dames. En 1918, à 40 ans, il est un homme d'expérience, robuste, discret. Sa mission, ce matin, n'est pas une mission de combat au sens strict. Il doit porter un message à son capitaine, positionné à 2 km du poste de commandement. Un message sur l'horaire du ravitaillement de l'après-midi. Il part à pied. Voici ce que rapporte le commandant du 415e régiment
Charles de Mandit dans ses notes de la journée. Il écrit « Vers 6h30, circule le bruit de l'armistice. À 8h30, la vie est officielle. Pendant ce temps, on continue à tirer sur le front du régiment et les obus allemands tombent sur Don-le-Mesnil. Je fais passer la bonne nouvelle au régiment et on attend. 10h45. Les obus tombent encore sur le village. 10h57. La mitrailleuse tire encore. Il est 10h50. Augustin Trébuchon court. La mitrailleuse tire. Une balle le frappe en plein front. Il s'effondre. Il est mort sur le coup. Il ne reverra jamais sa Lozère. 10 minutes plus tard, le clairon sonne dans le village voisin de Don-le-Mesnil. La guerre est terminée. Voilà le premier retournement de cette journée. Et il faut s'arrêter dessus, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel. L'armistice était signé depuis 5h35 quand Trébuchon a été tué. Tout le monde le savait. Le commandant le savait, les soldats le savaient. Et les combats continuaient, parce qu'un officier avait décidé de tenir ses positions jusqu'à la dernière minute pour conquérir un symbole. Sedan ne sera pas pris ce matin-là. La Meuse ne sera pas franchie. La bataille de Vrigne-Meuse ne changera rien à l'issue de la guerre. Mais elle a coûté la vie à une centaine d'hommes depuis le 9 novembre dans ce seul secteur. Et Augustin Trébuchon est mort pour porter un message sur l'heure du déjeuner. Sur sa tombe, dans le cimetière de Vrigne-Meuse, la date inscrite est le 10 novembre 1918, pas le 11. Officiellement, la France a décidé que personne n'était mort le jour de la paix. Cette réécriture n'a pas été corrigée pendant 90 ans. Ce n'est qu'en 2008 qu'Augustin Trébuchon a été officiellement reconnu comme le dernier soldat français tué au combat de la Grande Guerre. Ce paradoxe, ce scandale discret, ce tabou de la mémoire collective française, voilà l'une des choses que ce jour a engendré. Mais Trébuchon n'est pas seul. À 80 km au sud-est de Vrigne-Meuse, dans la Meuse, un autre homme est en train de mourir. Et son histoire est différente. Parce que lui ne suit pas un ordre. Il court vers la mort de son propre chef. Le 313e régiment d'infanterie américaine est positionné à Chaumont-devant-Dameviller. Face à eux, dans la brume du matin, 2 mitrailleuses allemandes tiennent un carrefour. Le régiment attend. Les soldats savent que la guerre se termine dans quelques minutes. Ils patientent. Il y a cependant un homme dans l'escouade qui n'attend pas dans le même état d'esprit que les autres. Il s'appelle Henri Günther, 23 ans, fils d'immigrés allemands à Baltimore. Ancien sergent, rétrogradé au rang de simple soldat quelques mois plus tôt, après avoir écrit à un ami de fuir la conscription. Cette lettre lui a coûté son grade. Elle lui a coûté peut-être aussi quelque chose de plus profond, l'estime de ses camarades ou la sienne propre. Ce matin, Günther a décidé de se racheter, avant que la guerre ne se termine. Les soldats allemands en face le voient surgir de la brume, baïonnette au canon. Il tire en l'air pour l'avertir. Ses propres camarades lui crient de s'arrêter. Les Allemands savent que l'armistice entre en vigueur dans quelques minutes. Ils ne veulent plus tirer. Ils savent que cette guerre est finie. Et pourtant, Günther continue d'avancer. Il est 10h59. 5 balles de mitrailleuse. Henri Günther s'effondre dans la boue, à quelques mètres des positions allemandes. Les soldats allemands restent immobiles. Selon les témoignages recueillis après la guerre, certains pleuraient. Ils savaient que dans 60 secondes, tout s'arrêtait. Ils avaient essayé de l'avertir, et ils avaient quand même dû tirer. Henri Günther est le dernier mort officiel du front occidental de la Grande Guerre. Il avait 23 ans. Il est promu sergent à titre posthume. Sa famille recevra la Distinguished Service Cross en son nom. Son corps sera rapatrié à Baltimore en 1923. Ce que son histoire dit, et que celle de Trébuchon dit aussi, c'est ceci. Ces morts n'étaient pas inévitables. Ils n'étaient pas le résultat d'une guerre qui continuait malgré tout le monde. Ils étaient le résultat de décisions humaines, prises en pleine connaissance de cause, dans les heures qui ont suivi la signature. Gagner du terrain, se racheter, prendre Sedan, mourir pour l'honneur. Sur l'ensemble du front occidental, ce 11 novembre 1918, les historiens estiment qu'environ 11 000 soldats ont été tués, blessés ou portés disparus, dans cette seule matinée, dont environ 2738 morts. C'est plus de victimes que lors de certains jours entiers de l'année 1914, au tout début de la guerre. Pour un gain territorial nul. Pour des positions qui seraient rendues de toute façon le lendemain, en vertu des clauses de l'armistice. Et sur les livrets militaires de chacun de ces hommes, la date inscrite est le 10 novembre. Parce qu'officiellement, personne n'est mort le jour de la paix. Puis vient 11h. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Dans les tranchées, les clairons bondissent sur les parapets.
on entend la Marseillaise jaillir des boyaux. Des soldats qui ne s'étaient pas vus depuis des semaines s'embrassent. Des hommes qui avaient passé 4 ans à se regarder dans des lunettes de visée peuvent maintenant se regarder sans chercher à se tuer. Pour la première fois depuis 1560 jours. 1560 jours. Et puis le silence. À Paris, à Londres, à Bruxelles, les gens descendent dans les rues. Ils pleurent, ils rient, ils s'embrassent avec des inconnus. Des fenêtres s'ouvrent, des drapeaux apparaissent. C'est l'une des explosions de joie collective les plus intenses de l'histoire moderne. Et dans les Ardennes, dans la Meuse, dans tous ces villages dont on ne connaît pas les noms, des soldats regardent les corps de leurs camarades tombés ce matin même. Des hommes morts après la signature. Des hommes dont les familles recevront une lettre disant qu'ils sont morts le 10 novembre, la veille, pour ne pas gâcher le jour de la victoire. Voilà ce qu'a été le 11 novembre 1918, heure par heure. Maintenant, prenons du recul. Parce que le bilan de cette guerre dépasse ce qu'on peut saisir d'un seul regard. Plus de 18 millions de morts pour l'ensemble des belligérants, soldats et civils. Du côté français seul, 1 400 000 soldats tués. 36% des hommes qui avaient entre 19 et 22 ans en 1914 ne sont pas rentrés. 3 594 000 blessés. 300 000 mutilés et amputés. 15 000 gueules cassées, ces blessés du visage dont les photos sont devenues le symbole de ce qu'une guerre industrielle fait au corps humain. Pour que ce chiffre prenne une forme concrète, c'est comme si la France avait perdu l'intégralité de la population de la ville de Lyon en soldats tués. Puis une deuxième fois, puis une troisième. L'armistice, signé pour 36 jours, sera renouvelé plusieurs fois jusqu'à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Il ne s'agit pas d'une paix définitive. Il s'agit d'un cessez-le-feu provisoire qui fixe les conditions d'une négociation à venir. Et cette négociation, avec ses clauses punitives imposées à l'Allemagne, sera l'une des causes directes de la guerre suivante. Mais quelque chose s'est passé dès le lendemain du 11 novembre. Quelque chose de plus immédiat et de plus dangereux. Revenons à Hindenburg. Le 12 novembre 1918, le maréchal von Hindenburg envoie un dernier message à l'armée allemande. Il félicite les soldats. Il salue leur bravoure. Et dans ce message, presque en passant, il évoque à demi-mot l'idée que l'armée aurait pu tenir encore. Que quelque chose s'est passé à l'arrière. Que des forces intérieures ont sapé l'effort de guerre. Ce demi-mot va devenir une légende. Rappelez-vous ce calcul que nous avons évoqué en début d'épisode. Hindenburg et Ludendorff ont envoyé Erzberger, un civil, signer l'armistice à leur place, parce qu'ils ne voulaient pas porter la responsabilité de la défaite. Ce geste calculé va produire exactement ce qu'ils espéraient et quelque chose de bien pire que ce qu'ils imaginaient. Dans les semaines qui suivent, un récit commence à se répandre dans l'Allemagne humiliée. L'armée, dit ce récit, était invaincue sur le champ de bataille. Ce sont les civils qui ont trahi. Les socialistes, les révolutionnaires, les juifs. Ce sont eux qui ont planté un couteau dans le dos de l'armée allemande au moment où elle allait l'emporter. En allemand, on appellera cela la Dolchstoßlegende, la légende du coup de poignard dans le dos. Ce mythe est un mensonge. L'étude des sources militaires allemandes le montre sans ambiguïté. En octobre 1918, l'armée impériale manquait de réserves, ses lignes cédaient, ses soldats désertaient par dizaines de milliers. La situation militaire était désespérée. L'armistice n'a pas interrompu une victoire imminente. Il a mis fin à une défaite inéluctable. Mais le mensonge était commode. Il permettait aux généraux de garder les mains propres. Il permettait à une nation blessée de trouver un coupable intérieur plutôt que d'accepter que la guerre avait été perdue sur le terrain. Et ce mensonge a prospéré. Matthias Erzberger, l'homme qui avait eu le courage de signer à la place de ceux qui refusaient de le faire, est devenu la cible principale. Les journaux d'extrême droite l'appellent « criminel de novembre ». En août 1921, 2 jeunes nationalistes l'abattent de plusieurs balles en forêt noire alors qu'il se promène avec un ami. Il meurt sur place. Il avait 50 ans. L'ancien Kaiser Guillaume II, en exil aux Pays-Bas, apprend la nouvelle. Il fait ouvrir le champagne. En 1933, le président Hindenburg, le même Hindenburg qui avait envoyé Erzberger signer à sa place en 1918, le même Hindenburg qui avait planté le premier clou de la Dolchstoßlegende, signe une loi d'amnistie qui efface les condamnations pour meurtres politiques commis sous la République de Weimar. Les assassins d'Erzberger sont officiellement pardonnés. Ce même Hindenburg, en janvier 1933, nomme Adolf Hitler chancelier d'Allemagne. Hitler avait fait de la Dolchstoßlegende l'un des axes centraux de sa propagande depuis les années 1920. Il avait construit sa carrière politique sur ce mensonge
né le 12 novembre 1918 dans le message d'un maréchal qui refusait d'admettre sa propre responsabilité. Il y a une dernière chose à dire sur ce wagon de Compiègne. En juin 1940, après la défaite de la France, Hitler exige que l'armistice franco-allemand soit signé dans le même wagon, au même endroit, dans la même clairière de Rotonde. Il veut effacer l'humiliation de 1918. Il veut retourner le symbole. Le wagon est ensuite emmené en Allemagne comme trophée. En 1945, alors que les armées alliées approchent, les SS le font détruire. Le wagon de Compiègne, le lieu où la Grande Guerre s'est terminée, n'existe plus. Augustin Trébuchon a été officiellement reconnu dernier mort français de la Grande Guerre en 2008, 90 ans après sa mort. Sa tombe, à Vrigne-Meuse, porte toujours la date du 10 novembre 1918. Personne n'a encore jugé utile de la corriger. Ce jour aurait dû être la fin de tout. Il fut, sans le savoir, le début du suivant.